À vous la parole. Bonjour, je m'installe. Est-ce que c'est bon? C'est super. Super. Alors, merci Philippe de la présentation. Merci aux organisateurs, Carl, Alana et Philippe. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là. Avant de plonger, j'aimerais remercier Brian Massoumi, qui a été mon superviseur de postdoctorat, et le FRQSC qui a financé ma recherche. Pour cette présentation d'aujourd'hui, je me situe du côté de la réception dynamique de l'art immersif, en aval de la création artistique. Mais les artistes et les créateurs ne sont-ils pas les premiers participants-chercheurs, participantes-chercheuses de leur œuvre? Nous allons explorer le devenir du corps, c'est-à-dire du corps en processus, dans les mots de Deleuze et de Guattari, dans des œuvres immersives hétéroclites qui sollicitent des postures corporelles différentes. Pour le définir sommairement, tout corps immergé se transforme à partir d'agencements d'éléments et de relations de force interreliés par des opérations de relais. Nous rendrons compte de l'expérience de chaque œuvre à l'aide de ritournelles, une métaphore qui synthétise le récit expérientiel de chaque œuvre, et à l'aide de l'événement, dans le sens de Whitehead, qui a émergé du processus expérientiel. À divers degrés, l'expérience immersive varie en fonction du lieu, du dispositif, médiatique ou non, de la proposition artistique, ainsi que du profil du ou de la participante et de l'intervention qui active la mise en œuvre. Andrieux et Bernard distinguent trois types d'immersion: l'hybridation, l'immersion, c'est-à-dire l'immersion de l'élément en soi, et l'interaction. Comme disait Alexa von Mosner, l'immersion s'apparente à l'immersion pure, la transportation, l'absorption, la présence, l'engagement narratif, avec toutes sortes d'interruptions, de bifurcations et de disruptions entre contemplation et intervention. Andrieux et Bernard définissent les immersions comme des émotions, images, sensations internes produites de manière volontaire ou involontaire qui provoquent une modification de l'image du corps, du schéma corporel et de l'esthésiologie, l'esthétique n'étant plus ici la simple contemplation d'une image hors de soi. Je vous renvoie à leur livre fort intéressant, Art immersif, dispositifs et expériences, et Manifeste des arts immersifs, publié en 2014. Voici la question flèche pour ce matin. Mise à l'épreuve par l'art immersif, comment le corps modifie-t-il sa propre plasticité avec la mise en œuvre, de même que son rapport à soi, à l'autre et au monde? Deborah Levitt parle des nouveaux mondes que propose la réalité virtuelle. On peut, je crois, ici extrapoler son affirmation à plusieurs installations immersives qui proposent de nouvelles dimensions, entrecroisées, enchevêtrées, entangled, de monde, d'un monde ou du monde. Art immersif, affect et émotion, l'expérientiel 1, l'Harmattan, fin 2019, met à l'épreuve l'hypothèse suivante. L'expérience immersive, traversée d'affects variés, ici d'intensité, là de force et toujours de qualité, alimente un événement, dans le sens de Whitehead, un événement esthétique du corps en devenir qui émerge du processus sous-jacent, suscite des réactions émotionnelles et permet de mieux saisir non seulement les ressorts de l'œuvre, mais ceux de l'existence elle-même. Page 56. Pour faire court, les expérimentations d'œuvres immersives entraînent une écologisation du corps sous tension. Ces capacités sont couplées à, voire décuplées par la connexion ou l'hybridation, l'altération ou l'augmentation. Le corps connaît en acte. C'est pourquoi la connaissance évolue du somatique, le ressenti, au sémiotique, le langage et la pensée. L'environnement techno-scénographique nous amène à penser dans cette écologisation. L'incorporation d'un élément ou d'un milieu induit des manifestations immersives internes, parfois intenses. Le corps est affecté dans sa sensorimotricité,
et dans son schéma corporel. Lorsque son seuil de tolérance est dépassé, le corps peut même ressentir un cybermalaise, notamment en réalité virtuelle immersive, mais pas seulement. Le tableau à l'écran résume mon corpus d'expérimentation de 7 types d'œuvres immersives distinctes. La réalité virtuelle est absente car il s'agit ici d'installations. Par contre, j'ai écrit quelques articles que vous pouvez consulter dans Archer sur des expérimentations en RV. À gauche, les types d'œuvres. Installation multisensorielle, cinéma 360 degrés, gravité altérée, performance interactive, immersion et interaction haptique, installation médiatique et performative, chambre noire collective. Très varié. Je saute par-dessus la colonne du milieu car nous allons explorer chaque œuvre une après l'autre. À droite, chaque cas exemplaire sollicite un engagement singulier du corps qui devient explorateur, qui est allongé, qui est en suspension, qui est performant et résonnant, luttant, témoin et performant ou simplement témoin. Pour rendre compte de l'expérience immersive, j'ai développé la démarche transformationnelle qui se résume en 3 verbes. Expérimenter, rendre compte et théoriser. Cette démarche, en apparence bottom-up, devient circulaire ou spirale. Plus précisément, notre démarche transformationnelle s'apparente à une réflexion philosophique. De multiples transformations traversent notre questionnement en acte en invitant des pistes transversales par la suite. Par exemple, des apports éclairants de la théorie de l'affect, des sciences affectives ou des cultural studies, de l'anthropologie ou de la sémiotique, ou encore des sciences dures et écologiques. Au bout du compte, elle permet de saisir comment l'expérience fait événement, au sens de Whitehead, un événement esthétique. Première œuvre. Au Musée de Vancouver, durant ISEA 2015, The Smell of Red de Nathaniel Stern et Erin Manning investit un grand carré de sable recouvert de cannelle, là où la visiteur est invitée à enlever ses chaussures et à marcher ou à balayer la surface avec un balai zen. Toutes les sensorialités sont sollicitées. La vision, l'ouïe, la tactilité, la kinesthésie, la proprioception, le goût et l'odorat, puisque ça sent la cannelle partout et qu'on peut manger des bouchées de cannelle même. L'effet est puissant. Dans mon cas, la métabolisation, digestion et respiration s'est poursuivie jusqu'au lendemain. Ritournelle. Avec The Smell of Red, nous devenons senteurs, voyeurs, marcheurs et goûteurs. Nous devenons un corps sous influence de la cannelle. Événement. De l'immersion ludique dans un environnement de cannelle où le dispositif proposait son inhalation, son ingestion et son balayage méditatif à pieds nus, a émergé un événement multisensoriel marqué par l'intensité métabolique d'excitation multimodale durant des heures. Deuxième œuvre. Pour ces 2 films immersifs 300 degrés expérimentés à la Stratosphère de Montréal, la posture allongée est la même. Seule la plasticité et l'iconicité, la dynamique et la cinétique varient. Les effets immersifs varient de la déstabilisation, parfois de la nausée quand le mouvement entre en conflit avec notre seuil de tolérance, jusqu'au sentiment d'écrasement ou à l'opposé d'élévation. Ritournelle. Avec Illusions in Cryogenian de Julius Horstwitz, nous devenons des corps voyageurs de structures fractales et de motifs en 3D générés par des formules mathématiques. Avec Pluroma de Dustin Lucas, nous devenons un corps reproducteur de figures gémellaires en boucle. Événement. Du processus expérientiel de ces films 360 degrés, l'événement esthétique le plus évident a été le démontage du procédé utilisé dans Pluroma, où la figure contenait son embryon gémellaire reproduit en continu. Une fois le procédé démonté, pour ma part, l'intérêt a chuté, comme dans un film policier quand le criminel est déclaré coupable. Troisième œuvre. Nous sommes ici témoins.
observateur d'un corps en suspension, à partir du récit expérientiel de l'artiste Kitsu Dubois, extrait d'un entretien publié dans Archer, lorsqu'elle a exécuté ses premiers vols paraboliques en microgravité. Ritournelle. Avec vol parabolique, nous devenons un corps délesté de sa gravité par artiste interposé. Événement. Pour Dubois, de l'expérience de microgravité a émergé l'événement d'un corps dilaté en quête de nouveaux points d'appui dans un monde inhabituel. Plus proche de nous, la natation constitue une immersion qui nous permet d'approcher ce type d'état. Quatrième œuvre, l'artiste Haim Delval a réalisé et performé Amorphogénésis à la Black Box de Concordia, une installation constituée d'un grand cylindre couvert de tulle dans lequel se trouvait un autre plus petit cylindre de tulle, avec des dispositifs interactifs au poignet, là où la visiteur était invité à explorer l'intérieur de la structure. Ces mouvements induisaient des modifications de couleurs et de sons pendant que l'attention se dédoublait à l'intérieur du corps sur les modalités de l'interactivité. Il ne s'agit pas d'une syntaxe de gestes à produire tel ou tel effet, mais plutôt d'une attention orientée vers la perception interne du corps pour sentir les mouvements interfacés. Ritournelle. Avec amorphogénésis, nous devenons un corps projetant et projeté, affecté de projections immersives médiées par le mouvement interfacé. Événement. L'événement issu du processus de projection interactive audiovisuelle se dédouble en une révélation de micro-mouvements interactifs, intra, trans et intra-actifs. Nous percevons à la fois l'amorce du mouvement, la fin du mouvement et l'enchaînement du suivant, et les modifications subtiles chromatiques et sonores à la fois énactées et co-causées dans les cylindres. Cinquième œuvre. Cette boîte noire illustre After Lygia Clark, un sas construit par des participants du Sense Lab à leur retour de l'exposition Lygia Clark au MoMA de New York en 2013. Chaque participante à une rencontre, devait enlever ses chaussures, traverser la draperie noire, puis un mur de ballon pour sortir par une autre draperie noire et entrer dans le lieu d'une rencontre de recherche-création. Ritournelle. After Lygia Clark, nous devenons un corps en lutte avec la résistance d'un mur de ballon. Événement. De l'expérience d'After Lygia Clark a émergé un événement ludique et puissant d'un rapport de force entre le corps en lutte dans un espace clos et sombre et la résistance de ballon, léger et vulnérable, avec un sentiment de déstabilisation et de vulnérabilité que la force opposée induit. Sixième œuvre. L'installation médiatique immersive, interactive et performative en 5 phases reliées, Chair de lumière de Marjolaine Belland, en 2013 également, joue sur plusieurs dimensions. Performance de 2 danseuses en présence et projection de leur captation en temps légèrement différé sur le mur, jeu avec un voile, jeu mimétique avec un ou une participante à tour de rôle. Un alliage de transparence, d'opalescence et d'opacité dans un temps allongé, à la fois en présence et diffusé sur écran, laptop, mur et vitre, avec captation du son ambiant rediffusé. Ritournelle. Avec chair de lumière, nous devenons des corps doublés de reflets, de projections et de mines, porteurs d'effets d'illusion. Nous fusionnons des temps uchroniques, affectifs et naturels. Événement. Avec chair de lumière, l'événement émergent du processus est la préséance du local, puisque le global nous échappe, dans la mesure où la médiatisation et la scénographie comportent des pertes et des absences. L'événement esthétique se constitue de petits récits compressés dont le grand récit ou le récit global demeure inaccessible. Septième et dernière œuvre.
Dans l'espace-galerie de l'UQAM, sombre et rempli de témoins, le cinéaste Alain Fleischer diffuse un film 16 mm sur une pellicule photographique murale que deux techniciens scaphandriers développent, puis fixent à l'aide de produits appliqués au rouleau. Nous observons les manœuvres des trois performeurs. Ritournelle. Avec Raccord la lettre, nous devenons des corps développeurs de dépôts mémoriels filmiques avec le feuilleté temporel que cette immédiation favorise. L'événement issu de Raccord renvoie à l'incomplétude à la fois des médias et de la mémoire quant à une scène fictive intime et historique. L'observation de la remédiation voit la révélation médiatique de couches mémorielles où le temps feuilleté est troué de vide et d'absence, comme la remédiation d'un média en est constituée. Chacune vit, dans la foulée de Masumi, Manning et Thain, une immédiation, c'est-à-dire un plongeon dans l'immédiat par médias et médiation artistique interposés, dans un chevauchement intermédiaire, interdiégétique, interhistorique, et ce, dans l'inversion du temps et du clair-obscur. S'inscrivant dans une approche écologique médiatique en écho avec le travail de Guattari, Alan Attain définit l'immédiation comme une attention à la force constructive du monde, constituée d'attention disjointe. En anglais, to understand immediation as an attention to world-building force of disjunctive attentions. En résumé, les ritournelles illustrent le devenir temporaire du corps à travers le processus expérientiel immersif dont émerge un événement esthétique avec l'épreuve de réalité. Au bout du compte, ces effets évoluent de mille et une manières, de la projection à l'augmentation, de l'identification à la fusion, par l'intrusion de sensations inédites dans la sub- ou la pré-conscience. Nous élargissons la conscience du corps vécu ou interprété pour approcher le corps vivant, ses balbutiements et ses ébullitions dans un monde emprunté une semblance, dirait Masumi ou Langers. Comme dit Trumbull, pour le cinéma immersif, ce que les yeux regardent, le cerveau le voit de l'intérieur. De même, ce que le corps immergé expériencie, il le ressent de l'intérieur. Le corps capte, imagine, interprète, répond, réagit, avec de la température, des palpitations, des senteurs ou des sueurs, des avancées, du surplace ou des reculs, mais aussi des images, voire des hallucinations, des onomatopées ou des voix, des suspensions et des interrogations. Nous expérimentons, nous rendons compte et nous théorisons pour enrichir la connaissance en acte. Autrement dit, la démarche transformationnelle que nous proposons entre art et vie, dans art immersif, affect et émotion, l'expérientiel 1, et dans immersivité du corps en alerte, l'expérientiel 2, publié chez l'Harmattan fin 2019 et début 2020, se résume à ressentir, partager et réfléchir. Pour conclure, il y a une écologisation entre le corps de l'œuvre, le corps dans l'œuvre et le corps à l'œuvre. Merci beaucoup. Merci, Louise. On va y revenir peut-être pendant la période de questions, mais donc, c'est ça, les œuvres, les derniers livres que vous avez mentionnés, dans le fond, parlent de ce que vous venez de présenter, mais juste dans un peu plus de détails, je pense. C'est les œuvres dont vous avez parlé aujourd'hui sont aussi dans ces livres-là? Oui, les œuvres dont je viens de parler sont dans art immersif, affect et émotion. Il y a beaucoup d'autres artistes qui sont mentionnés, mais les récits expérientiels auxquels je faisais référence sont pour chacune des œuvres que je viens de présenter. Et puis, le deuxième livre, lui, ben, c'est la suite ou le complément de ce que je viens de vous montrer et qui porte davantage sur des situations critiques de la vie.
D'accord. Donc, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu plus tard pendant la période de questions, mais je voulais, c'est ça, le mentionner pour les gens dans le public au cas où ils étaient intéressés d'en savoir un peu plus. Ces livres-là vont dans un peu plus de détails. Donc, la prochaine personne qui va intervenir est Jean-Pierre Flayeux. Je vous cède la parole pour poursuivre cette discussion. Oui, parfait. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Jean-Pierre Flayeux. Je suis tout nouveau. En fait, ça fait 3 ans que je suis prof maintenant à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue au centre de Montréal. Après plus de 20 ans en fait en production, à peu près 7 ans en jeux vidéo et puis un peu plus de 15 ans en post-production effets visuels. J'ai eu mon doctorat il y a 23 ans, donc ça date. Et je suis depuis 3 ans en constant apprentissage de recherche, de la mise à jour de la recherche académique. Donc je suis vraiment un novice en fait, malgré mon doctorat passé il y a un bon moment. Mais après plus de 20 ans en production, j'ai eu envie de retourner à une réflexion un peu plus poussée aussi. Et donc, j'ai été invité, merci à vous d'ailleurs, Philippe, etc., pour tout cet accompagnement à la fois chaque journée et puis via courriel. Ça fait du bien aussi de se sentir aimé et suivi là, avec ces confinements en ce moment. Donc, je passe mon travail de recherche qui est vraiment au niveau un stade embryonnaire en ce moment. C'est vraiment l'objet de l'étude des dispositifs créatifs de réalité virtuelle, mais aussi augmentée ou mixte, à la limite, dans le cadre de la conservation, en premier, d'une mémoire du patrimoine oral, puis en essayant par la suite de la recréer en 3D ou via aussi tournage. Ça pourrait être, exemple, les métiers qui disparaissent, puis qu'on essaye de conserver quelque chose par les artisans qui le font, des contes, des histoires, etc. Et donc, à partir de tout ça, recréer une démarche artistique qui viendrait après, en fait. Donc, vraiment, mon travail de recherche serait de définir la technicité de la problématique avant de tenter de la produire visuellement et d'arriver à quelque chose de satisfaisant, on va dire, pour moi en tout cas. Dans un second temps, l'intégration d'une démarche d'utilisation médicale, on va dire, visant les gens souffrant d'un handicap, en fait, vraiment l'accessibilité dans le jeu ou dans les films interactifs. Je suis en ce moment en discussion avec une entreprise française qui s'occupe des myopathes au Québec. Je pense que c'est pas, la dénomination est différente. En fait, les myopathes, ce sont des malades qui souffrent d'une dégénération du système musculaire. Et donc, ça arrive c'est évolutif. Il y en a ça arrive dans la jeunesse, puis ça devient de pire en pire, en fait. Et donc, je suis en train de discuter avec, parce qu'en fait, j'ai un ami qui travaille là-bas, et puis ça faisait un moment qu'on en discutait, puis maintenant j'ai l'occasion de pouvoir le faire via l'université, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc de demander en fait à ces personnes qui souffrent d'une maladie, est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des expériences qui leur manquent, que ce soit au niveau jeu vidéo, que ce soit aussi juste d'avoir une immersion qui ne peuvent plus faire en fait, vu que leur système musculaire ne fonctionne plus. Et donc, dans un premier temps, ce serait vraiment une enquête de recherche avec eux, de discussion et puis de partage d'envie, puis voir où est-ce qu'on peut arriver à ça. Donc, comme je le dis, ma problématique serait de comprendre les enjeux et les usages potentiels ou réels de la réalité virtuelle immersive, de la réalité augmentée, et puis de pouvoir les appliquer. Donc, de comprendre de quelle façon l'environnement virtuel immersif pourrait devenir un espace d'évolution, un espace de réflexion, de résolution de problèmes, et où, donc, dans ma première étape, un contenant de mémoire patrimoniale. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas pu assister hier ou avant-hier, en fait, à la conférence avec Amalia Nanou, que j'ai pu rencontrer lors d'un autre colloque il y a quelques mois, en fait. Il n'a pas pu se présenter, en fait. Donc, si okay. jamais vous voulez nous parler un peu de son travail, on n'a pas pu entendre parler. Je pense que ça pourrait aider à avoir un peu de contexte qu'on n'a pas eu, malheureusement. Oh, parfait, aucun problème. Donc, en fait, Amalia Nanou est cofondatrice de la fondation Teki Mamou, qui accompagne en fait la communauté de Pessamit dans un projet de réalité virtuelle, de réalité augmentée, afin de filmer et de préserver les savoirs ancestraux, en fait. Donc, elle explique
aux seniors, aux ancêtres de la communauté, qui enregistrent leurs témoignages, comme par exemple un compte de portage. Et puis, il y a quelqu'un qui utilise cette track audio et ils vont exactement suivre les pas du senior. Donc, ils essaient de retrouver où est-ce qu'ils sont allés, à quel endroit. Et donc, il utilise la trame audio pour reproduire l'expérience en allant la filmer avec une caméra 360 degrés sur la tête. Et puis finalement, après, ils assemblent le tout avec la narration afin que les aînés, avec un casque de réalité virtuelle, donc, puissent revivre cette expérience avec toutes les sensations retrouvées malgré leur âge et handicap. Donc, je trouve que c'est intéressant. Puis ça fait partie de quelque chose qui me dit qu'on peut encore pousser plus loin. Et donc, elle fait ça, Amalia fait ça en fait vraiment pour une volonté de conserver en fait une mémoire orale ancestrale. Et puis, une fois que c'est fait, ça, c'est vraiment pour la communauté. Donc, ils vont laisser les casques et puis tout le contenu technique pour la communauté. C'est vraiment pas à la base, en tout cas, de faire partager ça à tout le monde, mais vraiment, c'est des sortes de mini-événements pour eux, en fait. Donc, en fait, ma recherche me pose pas mal de questions par rapport justement à Amalia, comment appréhender cette valorisation de la mémoire ou bien même l'innovation médicale bénéfique au niveau du progrès, du soulagement de la douleur, et comment amener ça à travers une réalisation artistique. Pardon. Le côté immersif, je le vois à ce moment-là donc comme une forme d'hypnose, comme une sorte d'auto-hypnose qui finalement pourrait amener un confort et un plaisir encore plus que le plaisir des yeux, en fait, vraiment à avoir une harmonie en fait complète. Donc en tant que prof, je me dis que je peux maintenant repousser la recherche un peu plus, puis et avoir aussi une motivation sociale. Pour finir, en fait, désolé, c'est peut-être moins clair que la présentation de Louise. Je donne en fait toutes les idées qui me passent par la tête. Après donc plus de 20 années en production, je me pose aussi la question de comprendre pourquoi le VR en particulier n'a pas autant avancé. Après, quand même, ça fait plus de 40 ans, même plus de 60 ans, même, je dirais. Comme si vous avez pu suivre la conférence de Aude Weber-Routz, qui était vraiment super intéressante. Ça m'a aussi inspiré par rapport à ça. Il y a eu quand même énormément de travail à ce niveau-là, mais ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais arrivé à quelque chose de satisfaisant. Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est une question de niveau de qualité? Parce que si on réfléchit à ça au niveau artistique, c'est souvent les artistes très, 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 très techniques vont aller peut-être plus dans l'industrie des effets visuels parce que le salaire est peut-être plus important et puis que le jeu se fait entre est-ce qu'on veut faire quelque chose d'artistique puis de quelque chose de personnel et souvent malheureusement avec moins d'argent, moins de budget, ou aller dans les effets visuels américains, parce que j'ai travaillé pratiquement à 95% sur des films américains, où il y a donc énormément de budget à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'œil du spectateur qui est moins intéressé parce que c'est ça, la qualité est différente, en fait. Je ne vais pas dire meilleure ou moins bonne, parce que c'est vraiment subjectif. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau artistique, j'ai l'impression, qui bloque quelque part, ou est-ce que c'est vraiment dirigé vers un public niche? De la même façon avec les films 3D, en fait. En 20 ans de production, j'ai travaillé sur un seul film vraiment en vrai 3D. Ça a été sur Avatar. Ou sinon, j'ai travaillé sur de nombreux films, mais du 3D simulé, là, du fake 3D, c'est-à-dire que c'est filmé avec une seule caméra. Et puis après, on triche en faisant en fait le système de stéréoscopie, en prenant la même image, puis en mettant un angle pour avoir le 3D, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Donc en gros, j'ai beaucoup de questions dans mon cerveau. Puis je voulais vous en faire part. C'est des questions, je crois, qu'on va pouvoir aborder. Moi, il y a définitivement beaucoup d'aspects là-dessus qui m'évoquent des questions. Puis je ne sais pas si je vais peut-être vous laisser un petit peu plus de temps de parole pour élaborer là-dessus, si jamais vous voulez. Je me demandais, entre autres, si vous aviez, par exemple, d'autres exemples que celui d'Amalia Nanou pour ce travail-là de
d'enregistrement d'une histoire quelconque et restitution d'un patrimoine. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres exemples intéressants ou ça peut être du côté médical aussi, d'autres exemples qui permettraient d'élaborer un peu là-dessus. Oui, il y a aussi un autre professeur de l'université d'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda, David Paquin, qui lui est en train de développer un jeu en fait majoritairement pour les enfants, bien évidemment. En fait, ils mettent un casque virtuel et puis ça leur permet lorsqu'ils font les changements de bandage, par exemple pour les grands brûlés, de se focaliser sur vraiment quelque chose d'autre, sur un jeu. Et ils sont aperçus là en ce moment, ils sont en train de faire des tests. Ça fait je pense, un peu plus d'1 an et demi qu'ils sont en train de développer ça. Et puis la réponse est assez hallucinante. Des enfants qui avaient vraiment, ça a été l'enfer, fallait les tenir ou les accrocher pour leur faire les changements des pansements, en les faisant jouer, puis en les faisant vraiment rentrer en fait dans un monde virtuel ailleurs, ils se détachaient de leur corps et puis le changement de pansement se faisait en un clin d'œil quasiment, là, avec 90% moins de douleur. Là. C'est quand même assez hallucinant. Donc je pense qu'il y a quelque chose, vraiment un fil directeur là, à essayer de développer par rapport à ça. Cool. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra élaborer. Je suis sûr que Louise Boisclair a peut-être quelque chose à rajouter aussi là-dessus sur le rapport au corps qui va être assez intéressant. Pas tout de suite. C'est juste une piste pour un peu plus tard. Et il y a un autre aspect que je voulais juste mentionner qui était par rapport c'est quelque chose que vous avez dit à toute fin par rapport à la résolution ou la qualité de l'image qui n'est peut-être pas satisfaisante pour le public. C'est peut-être pas tellement une question, mais peut-être que vous aurez quelque chose à rajouter à ça. Mais c'est un point qui revient souvent par rapport à l'histoire de la réalité virtuelle. J'oublie toujours comment prononcer son nom, mais Jaron Lanier, celui qui aurait inventé le mot réalité virtuelle, aurait dit dans les années 90 que c'est un peu à cause de lui que la réalité virtuelle est morte dans les années 90, qu'elle n'a jamais réussi à aller au-delà de quelques tests parce qu'il en parlait toujours comme quelque chose d'accompli, comme quelque chose de déjà en existence. Et il expliquait aussi que quelque chose comme le holodeck, ça n'a vraiment pas aidé parce que ça présentait un but auquel on n'est toujours pas arrivé. On est loin d'arriver encore à l'holodeck. Et donc, je pense que vous avez tout à fait raison qu'il y a un problème au niveau de la perception du public de qu'est-ce que la réalité virtuelle, parce qu'on n'arrête pas de nous faire des promesses un peu ultimes. On est, on est loin d'être rendu là. On est encore dans Sandra Rodriguez, pendant la table ronde de mercredi, disait on est dans l'adolescence un peu du médium. On est loin d'avoir atteint une maturité. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment essayer peut-être de peut-être se focaliser sur quelque chose qui pourrait être justement un milieu médical ou un milieu documentaire. Je sais que il y a 5-6 ans, il y avait Milk, je pense, je ne me rappelle plus son prénom, qui avait dit qu'il fallait peut-être passer par une forme de documentaire et que peut-être ces premières armes permettraient de remettre la réalité virtuelle sur une compréhension plus sérieuse, dans le sens où on se dit, OK, il y a quelque chose à faire vraiment avec un potentiel au bout. Et donc, à partir de là, on pourrait peut-être repartir sur ces bases-là pour développer à ce moment-là quelque chose au niveau artistique, on va dire, ou au niveau du film beaucoup plus puissant, en fait, je pense. Pour contexte, c'est donc Chris Milk, Milk qui a donné un ou deux TED Talks, quelque chose comme Is VR the Ultimate Empathy Machine? Je crois qu'il en a donné 2, donc c'est peut-être pas de celui-là exactement que vous parlez, mais c'est un point assez intéressant aussi par rapport à la réalité virtuelle qui mérite d'être abordé. Est-ce que c'est réellement the ultimate empathy machine et qu'est-ce que ça implique d'être une machine à empathie? Est-ce que ça fonctionne automatiquement ou est-ce que c'est, comme je l'ai proposé avec Julia Salle l'autre jour, une machine qu'il faut savoir utiliser ou qu'il faut accepter d'utiliser? Donc, c'est peut-être un questionnement auquel on va revenir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Flahieu, pour cette présentation. On va revenir à la discussion très bientôt, mais pour le moment, j'aimerais passer la parole à Alison Moore. Merci beaucoup, Alison.
I think you'll give your talk in English, right? Yes, oui, merci Philippe. Et je vais faire mon présentation en anglais, mais je peux répondre en français puis faire des discussions après en français. Alors, so I'll share my screen now. And can everyone see that? Not. Oh, okay. Yeah. We're good. Okay, perfect. Okay, hello, thank you. It's been really great to be part of this conference. So thank you to the organizers, to Alana and Philippe and Carl. My name is Allison. I'm a new media artist based in Montreal, and I'm working in expanded cinema. So I come from interdisciplinary practice, combining animation, performance, photo-based media to create immersive panoramic moving images. My projects are supported by public funding, so the Canada Council for the Arts and CALC. I mostly show in artist-run centers, galleries, museums, and festivals, and more recently sort of created public artworks and site-specific projects. I'm currently doing my MFA in film at Concordia, and so today I'll be showing my thesis research and through some of the projects that I've created recently. So I create immersive panoramic moving images using animation techniques to reference scenic dioramas as one might find in natural history museums, illustrating a variety of habitats. The works are portraits of landscapes influenced from personal memories, dreams, and places that I visit. And the influence of the diorama really came from my love for natural history. Museum displays are the first reference point to the diorama. And since 2010, I've been developing a series of panorama video works influenced from this diorama format. So my research asks, how has recent technological development in immersive media really changed the way that artists can craft stories? So one thing I'm interested in is in diving into the history of it. Is have we really come that far, or do we sort of keep repeating ourselves just using new tools? And so this is the first panorama that I created in 2009. And so since 2009, I've been making this series. This is Urban Terrarium developed at Obro New Media Labs in Montreal. It's a 3-screen, 3x HD video projection, and it's an animated daily loop of a life in the city. And it's a 6-minute loop with sound. And this is following the first work. Obro invited me back to continue the series and develop more panoramas. And so this is made in residence at Obro. A follow to the urban diorama is the suburban terrarium, which is little portrait of the suburbs. And so I use a lot of photographs that I take documenting different places. And then this is a sort of documentation of TMR in Montreal, if anyone knows that neighborhood. And so the little stories of people's daily life are played out in the windows of the houses. And so now I'll show a video of Enchanted Woods. And this Enchanted Woods is a portrait of the forest where I grew up on Vancouver Island. And so again, using photography, film live action, and animated visual effects to create the panorama. And this is the first time sort of putting my panoramas in a more immersive environment projected on 3 walls in sort of a cave format. So my research investigates the history of the panorama format in visual storytelling, from ancient frescoes, magic lantern shows of the 19th century into digital media art, building upon a history of pre-cinematic spectacles, as well as newer expanded forms of cinema, such as avant-garde and film installation techniques employed since the 60s. My exploration of these formats are in consideration of our physical relationship viewing moving images,
and how these moving images are represented, also challenging new structures of time-spatial relationships in the cinematic tradition. I'm interested in reviving the term diorama in a new media context to describe performative spectacles using projected light, such as video installation and projection mapping. The term diorama was developed by Daguerre, a trained panorama painter, when he produced immersive spectacles of large translucent paintings with complex lighting effects, which rotated the entire audience viewpoint in the theater. And this was generating a theatrical spectacle that was really revolutionary at the time. By investigating the historical context of immersive media, we can understand how technological developments change the way that we craft and consume stories. And the new digital diorama is strapped to our head and downloaded from the internet. And at times of rapid innovation, it is important to critically examine the digital media practices. And Oliver Grau highlights the importance of artists to investigate past technologies in order to critically engage with newer ones. So immersive media and non-linear narratives. I'm really interested in looking at non-linear narratives in immersive media. Before making Panorama series, I was into making interactive media works. So I got into programming, I made a video game, and I also was using motion sensors, but I was really frustrated with the technology. And also as a user engaging with interactive works in a gallery, I felt that they were, the level of engagement was really flat and really sort of short-lived. And so I was interested, I really love the Bruegel paintings and Flemish Renaissance and the sort of tradition of miniature painting, especially its use of simultaneous narratives in a frame. And so I was interested in exploring this type of narrative in a frame using moving image. And that's sort of how I got into the panorama. So now I'll show a few works that I've made recently. This is a public art commission with the Quebec Council of the Arts and Place des Arts, made in 2018. This is a Wunderkammer, and it's a 35 screen video display in Place des Arts. And so making this work, there's about 21 different 5-minute films that are displayed on the 35 screens. And so I'm treating the 35 screens as a composition of cabinets, like in a museum of natural history that becomes animated and comes alive. Oh, and just to mention, this work was recently exhibited as part of IZEA. And so the exhibition was unfortunately never open to the public, but you can view it on the online virtual exhibition. So I'll give the link in the chat after. So in addition to the gallery work, in 2016, I started exploring video mapping. And in this example, I started video mapping heritage buildings, starting with a lighthouse on Saturna Island, where I grew up. And so now for the last 3 years, actually 4 years, I've been collaborating with national parks on Saturna Island and CIMRES, which is the Marine Education Society. And I create events at the lighthouse at the East Point National Park, which are in collaboration with different scientists that do sort of a talk about local ecology, and then I create this immersive film projected on the lighthouse. This is another project last spring in 2019. I was invited to Tokyo to make a work with 39 Art, which is a festival in Mukujima. And Mukujima Diorama is a site-specific video mapping event in the vacant lot of a demolished Nagaya row house in the Mukujima ward of Tokyo. And this performative film installation uses observational filming on location with photographs, archival photographs, and live musical soundscape to portray the historical resonance of architecture and reveal how this neighborhood has changed over time.
And so what you see on the top left of the screen is the Nagai row house that was demolished. And so in the vacant lot, the festival invited me to create a project that was responding to the loss of this building. So we sort of resurrected it as a video mapping piece. I'll just skip ahead. So this project brought together about 200 people for one night only under the rain. And part of the project was to document the daily life in the area and to produce a portrait of the neighborhood. It was essential and therefore to engage the local community as collaborators for the project, and I collaborated with local sound artists, and the whole project was coordinated by people living in the community. And so here we are making the hand-pushed cart that was a mobile video projection for the parade, and then also building the screen in the vacant lot. And so as part of the project, I held a workshop with children to make gobo lanterns. We used ramen noodle cups, which were part of the parade down the shopping street, which led people to the main event in the vacant lot. So it was a way to bring the community to the location of the main film event. And so moving on, recently I am interested in transforming my panoramic works into more volumetric sculptures using video mapping as installation. So these are video dioramas created, recreating landscapes, finding new ways to tell stories, and working with, again, with multiple and simultaneous narratives. And so this is using the documentary footage from Mukujima diorama in a smaller scale using video mapping on miniature scale model houses. And so this is ongoing work as part of my thesis project. And so research question, I'll just skip ahead because I think I don't want to take too much time. I'd like to get into the discussion here, but I'm interested in, I guess, here I'll just go. One of my main thesis research interests is comparing immersive experiences, which are collective versus solitary experiences. So here on the left, a VR experience where someone is really strapped into an experience by themselves, whereas with video mapping projection, you can have more collective experiences. So I'm interested in examining that. The original Diorama Theater was a large, expensive building that audiences had to travel to a location to experience, and the Diorama Theater was eventually scaled down into a household mini theater that could travel, much like how expanded cinema experiences developed in the 60s can now sort of be viewed on a VR headset. So I'm interested in seeing a correlation between early cinematic immersive medias and contemporary new media art practices. Maybe not much has changed and we're just sort of recreating the same thing with new digital tools. So I'm interested in talking about that. And finally, just to share my latest VR project, this is created in the last 2 years. Cloud Bodies is a VR experience exploring body movement in relation to landscape.
And this work is created at Milieu Institute for the Arts at Concordia University, and also with the interactive documentary labs ran by Dan Cross and Marco Luna, who I think is here. They'll be talking later. And so this was first shown at MUTEC in Montreal. And I've worked with dancers before on films. I really love how dance is it's a powerful form of expression, ideas through movement of bodies in space. So I was interested in seeing how dance could be experienced in VR. So this is using a volumetric capture using DepthKit and 3D point clouds of landscapes that are generated using photogrammetry techniques. So once I processed these two different techniques and bringing it together into Unity to create a 6DoF VR experience. So here's a little clip, but I'm hoping to develop this work into a larger series with more dancers and using different environments. So you don't get the full effect, obviously, of the volumetric space, but you get a little idea here. And so this is traveling through an oak tree. Again, these are sort of forest environments where I grew up on Vancouver Island, and then combined with the dance footage. And finally, just to close, I'm really interested in sound. Sound is always sort of like an afterthought. I feel like we're always so obsessed with the visual culture of immersion, but I'm really interested in intersections of sound and memory and landscape. And through my research, I'm becoming convinced that sound is really the critical sense in achieving immersive experiences. So I'd love to talk more about that. And so thank you very much to everyone. I'll pass it over. Thank you so much, Allison. And thank you for touching on, oh, and Dan, I think, just shared your installation in the chat from ISEA. So if people are curious, they can go check it out. I believe, so this is from, 2020. So this is this year. So I just want to start by saying thank you for touching on a lot of technological innovations that are not like 2020 technological innovations, but technological innovations from the 1600s and so on. It's one thing that we wanted to push a bit further in this conference as a whole. Really, when we titled it Immersivity and Technological Innovation, it was really tongue-in-cheek. It's like the written word is a technological innovation, and the dioramas and panoramas are. So I'm really glad you addressed some of these. And so I see that we don't have that much time for questions and then questions for the public. So I'd really like to invite people to start asking questions now so we can get to them in a bit. But I'll start with a question that you brought to my mind, Allison, and I'll switch to French now so that everyone can understand. Donc, Allison, tu m'as fait penser à une question qu'on avait déjà abordée dans notre conversation de groupe un peu plus tôt, mais que j'avais oublié malheureusement, qui était justement le lien entre le singulier et le collectif, les expériences immersives qui seraient pour une seule personne ou qui seraient pour une collectivité. Et c'est une question qu'on peut aborder de manière un peu plus large. Par exemple, Jean-Pierre, avec ce que Tekimamu fait avec des communautés Innu, si je ne me trompe pas, qui sont faites avec une personne qui utilise un dispositif VR qui est fait pour une seule personne, mais dont le but est pour la communauté aussi. Donc, c'est une question qui est assez importante, le souci entre individu et collectivité par rapport à l'immersion. Je pense que c'est un truc qui est assez dommage avec les dispositifs immersifs contemporains qui sont très limités à une seule personne. Même si on va au centre Phi et qu'il y a 40 casques, c'est 40 casques individuels. On ne peut pas avoir d'expérience collective. Et donc, comme d'habitude, je n'ai pas vraiment une question claire. Je me demande juste si vous pourriez un peu élaborer sur cette question-là de la tension entre individualité et collectivité dans les expériences immersives. Et peut-être justement que le moyen, comme Allison l'a suggéré, c'est
peut-être de sortir du visuocentrisme, de considérer d'autres sensorialités, d'autres façons d'aborder l'immersion. And so, Alison, I don't know if you have perhaps, since you've thought a lot about individuality versus collectivity and immersivity, if you'd like to add something about that? Yeah, I think about this a lot. Est-ce que c'est mieux? Je peux parler en français si c'est mieux pour tout le monde. Mais pour moi, c'est sûr, c'est différent maintenant avec COVID, mais je trouve l'expérience collective, c'est plus plaisant et c'est sûr, j'adore, j'avais des bonnes expériences en VR, mais le point de partager cette expérience et comme après tu enlèves le casque puis tu peux discuter avec quelqu'un d'autre qui fait la même chose, puis mais et maintenant, c'est sûr, la technologie a changé vite. Il y a, comme avec la table ronde faite avec Sandra et Marie-Pierre mercredi, c'est intéressant. Tu peux en VR chat être dans l'expérience avec quelqu'un d'autre maintenant. Puis ça commence avec AR aussi, un convergence d'expériences collectives. Mais ouais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de ça. Mais c'est... Ouais. Oui, Louise, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup des œuvres dont vous parliez qui sont collectives, justement, qui ne sont pas faites pour à l'échelle individuelle. Oui, en fait, j'allais rebondir sur le lien entre l'individu et le collectif, surtout en réalité virtuelle, pour avoir assisté à plusieurs expositions au Centre Phi, mais aussi ailleurs à Montréal et en France. Quand c'est strictement de la réalité virtuelle, on entre et tout ce qu'on voit, ce sont des postes avec des casques et des appareillages. Et ensuite, on devient un peu schizo. On entre dans un univers et on perd complètement contact avec l'univers de la réalité physique dans laquelle on est. Alors moi, ça me questionne beaucoup parce que si on continue avec ça, est-ce qu'on va couper la part collective, la part de l'installation où on est dans un lieu avec toutes sortes d'artefacts? Donc oui, moi, ça me questionne beaucoup. Par contre, je dirais que même si on est seul dans ces œuvres-là, on est toujours en contact avec l'autre parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont des documentaires, donc on entre en relation avec des communautés autres, on voyage, etc., avec des lieux différents. Mais je pense qu'il y a quelque chose à approfondir de ce côté-là, oui. Un truc que j'aimerais rajouter par rapport à ça, au fait que ça nous coupe du monde extérieur, dans l'idéal, ça nous coupe, ou en tout cas, c'est l'idéal vers lequel on essaie de tendre avec les casques de réalité virtuelle, disons, mais ils ne sont pas encore rendus là, ou surtout si on n'a pas accès à un casque chez nous et qu'on doit aller dans une galerie ou dans un festival pour le voir. Un exemple que j'aime bien mentionner, c'était au Festival du Nouveau Cinéma l'an dernier, ou l'autre année d'avant, quand les casques étaient encore disponibles au public et qu'on n'était pas fermé à cause de la COVID. Ils font ça au Complexe des Jardins, donc, avec l'énorme fontaine. Et donc, c'est impossible d'être fermé de l'extérieur et de s'immerger complètement dans l'œuvre. On a toujours une fontaine à côté de nous qui fait du bruit, des gens qui passent, c'est la cafétéria qui est là. Et donc, je trouve ça intéressant où la réalité virtuelle tend vers, oui, nous isoler du monde extérieur, mais très souvent, en fait, on n'est pas rendu là. Puis, pour le moment, ça nuit un peu à l'expérience de réalité virtuelle d'avoir toutes ces autres personnes-là, mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit un si gros problème d'être au courant des gens qui sont autour de nous, du monde qui nous entoure. On a parlé du son un peu, il y avait le son de la fontaine, mais il y a aussi les odeurs. Comme je dis, c'est juste à côté de la cafétéria, donc c'est très distrayant des fois d'être dans une œuvre
et de sentir le IW qui est à côté de là où ils présentent les œuvres de réalité virtuelle. C'est pas l'idéal, disons. Et donc, Jean-Pierre, je ne sais pas si vous vouliez rebondir là-dessus. Je vois que vous avez mis en commentaire dans le chat une autre piste, justement, par rapport à Tilt Brush. Je ne sais pas si c'était par rapport à l'individuel collectif ou par rapport à un autre aspect qu'on a abordé. Oui, en fait, un mélange des deux. Et puis, j'ai trouvé aussi très intéressant les œuvres d'Allison. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre aussi en place pour que le public puisse participer, essayer de créer une œuvre. Mais ça, ce serait techniquement à développer. Je pense pas que ça existe vraiment à ce niveau-là. Mais pouvoir avoir une œuvre collective au niveau avec un système comme Tilt Brush, je pense qu'il pourrait être très intéressant parce qu'il y a une précision avec ce logiciel qui est assez hallucinante. Mais comme je l'ai précisé, quand on regarde des vidéos, ça a l'air très facile, mais c'est pas si facile que ça. Là, c'est un résumé d'à peu près 1 minute 30, je pense, cette vidéo-là. Puis ça prend pas mal d'heures pour faire ça. Et puis ça prend vraiment une habitude, puis une force technique qui va prendre des heures à apprendre, en fait, à mettre en place avant d'être capable de faire ça. Puis bien évidemment, avoir un minimum de connaissances anatomiques, on va dire, pour dessiner aussi. Là, mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être à développer par rapport à ça. Oui, ça me rappelle un peu le commentaire que je faisais tout à l'heure par rapport au fait qu'on promet une réalité virtuelle qui est déjà complète, qui est déjà phénoménale, mais en réalité, c'est beaucoup plus limité ou beaucoup plus dur. Et là, dans ce cas-là, c'est un peu le contraire, où c'est des artistes qui ont vraiment maîtrisé ces outils-là de Tilt Brush. Exact. À les regarder aller, on dirait que c'est super facile, mais c'est un apprentissage qui est très difficile, puis c'est pas des outils qui sont si faciles à apprendre que ça, mais... Exact. Mais je suis d'accord qu'il y a des logiciels de dessin collaboratif, par exemple, sur le web. Donc, ça ne me paraît pas si impossible qu'il y aurait des œuvres comme des installations, c'est-à-dire des logiciels comme Tilt Brush et autres qui permettraient une création collective. D'après moi, ça devrait arriver relativement prochainement. Ce n'est pas si impossible à avoir. Donc, je trouve que le problème qui se pose avec tout ça, c'est que la technologie avance peut-être plus vite que notre capacité de pouvoir l'utiliser. Et je pense aussi aux lieux immersifs comme l'Atelier des Lumières à Paris, mais aussi l'Arsenal dernièrement. Moi, j'ai un peu une certaine réserve par rapport aux installations immersives qui reprennent, par exemple, Van Gogh, par exemple, Klimt, etc. Et honnêtement, à Paris, quand j'ai vu l'exposition Van Gogh, ça m'a pris au moins une demi-heure avant de m'habituer à ce que la plasticité de l'œuvre qu'on voyait en musée elle est complètement éclatée, etc. C'est pour ça que il me semble que quand ces technologies-là ou ces lieux immersifs-là sont lancés, ça prend un certain temps avant que des artistes se les approprient et qui créent avec les paramètres de ces lieux-là. Et là, ben, ça se passe de plus en plus. Par rapport à la réalité virtuelle, c'est un peu la même chose au Centre Phi quand on était avec l'exposition Venise. Il y avait tellement, c'était vraiment un programme et il fallait choisir, il fallait rentrer dans des lieux, après ça, choisir des œuvres, trouver l'interactivité, de telle sorte que finalement, on pouvait facilement se perdre et on passait peut-être sur 1 heure et demie, 3/4 d'heure pour les non-initiés à trouver notre chemin. Donc, c'est peut-être pas encore suffisamment convivial. Par contre, pour le lien entre l'individuel et le collectif, je trouve que la réalité augmentée est intéressante. Par exemple, l'exposition Anthropocène qui a eu lieu au musée à Ottawa, il y avait en fait, il y avait deux parties de la salle qui étaient consacrées à de la réalité augmentée. Et c'était vraiment formidable. En fait, je voulais juste ajouter ce commentaire-là. oui, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à la réalité augmentée. C'est malheureusement quelque chose qu'on oublie souvent.
parce que la réalité virtuelle, je crois, est peut-être plus spectaculaire, mais la réalité augmentée est tout autour de nous. Puis je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais bon, peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Immersivity 2, Electric Boogaloo. On va poursuivre notre conversation. Mais je vois donc qu'on a une question de Alana Tain. Salut, merci pour les présentations, c'était super intéressant et c'est peut-être une façon de continuer la conversation un peu que Philippe a lancée sur cette idée de collectivité. Parce que dans ta présentation, Louise, tu as souligné vraiment la façon que collectivité, ce n'est pas une question de regroupement des individus. C'était vraiment la collectivité, c'est la différence, en fait. Et même qu'une expérience en réalité virtuelle peut amplifier comme la collectivité d'une personne, d'un individu. On crée des distortions entre les façons de sentir le monde, par exemple. C'est une façon d'amplifier les différences, en fait. Et pas seulement l'idée de collectivité comme everybody all together doing the same kind of thing. Et moi, je trouve qu'Alison, vos interventions fait la même chose. C'est super intéressant la façon dont les personnes peuvent entrer dans l'expérience, mais ce n'est pas la même expérience pour tout le monde. Et je trouve ça une piste extrêmement intéressante. Je me demande comment est-ce qu'on peut penser ce côté de la collectivité, amplifier les différences. Philippe, je suis peut-être un peu excentrique, mais quand, par exemple, je reste consciente de tout ce qui est autour de moi pendant que je porte le casque VR, j'adore ça. Si je sens la cafetière, la bouffe de quelque part ailleurs, qui n'est pas vraiment partie de l'expérience, pour moi, ça amplifiait l'expérience, ça amplifiait l'étrangeté et les qualités de VR. Et j'aime beaucoup les œuvres qui sont un peu ouvertes à cette façon de connecter à cette collectivité de diversité. Alors, est-ce que vous pouvez juste parler un peu de cette idée de collectivité qui est une collectivité des expériences, même pour les mêmes personnes, if that's clear. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je veux dire, mais collectivité pas comme multiplication des participantes, mais comme la collectivité, comme la différence en nous. Ouais, c'est toute une question. Ça me fait penser à les symposiums à la SAT, Immersive Experience. Il y a plein d'œuvres qui sont réalité virtuelle et vous promenez dans un univers à l'intérieur du casque et ensuite vous l'enlevez et vous voyez plein d'autres personnes qui essaient la même expérience. Et parfois, vous rentrez en communication avec des gens avec qui, que ce soit la médiatrice ou le médiateur, avec qui vous n'auriez peut-être jamais parlé de votre vie. Je pense à une œuvre qui, moi, m'a beaucoup impressionné, qui s'appelle Ghost Opera, qui est une œuvre de réalité virtuelle avec du son binaural. Ça a été, je pense que c'est un projet extrêmement vaste qui a pris peut-être 1 an ou 2 à réaliser, à partir de l'enregistrement du 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais concrètement, on s'assoit et on met le casque et on rentre à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Et heureusement, dans mon cas, que le médiateur n'était pas loin parce qu'il fallait naviguer en hauteur dans la nef. Alors, pour quelqu'un qui a peut-être un peu le vertige, ça devenait très anxiogène, mais en même temps, c'est une expérience merveilleuse parce que moi, j'ai plus de facilité quand je suis soit assise ou debout ou près d'un tabouret pour la réalité virtuelle parce que je sais que je peux toujours... parce que pensons aussi au Centre Phi quand on a eu l'exposition sur l'espace. Alors, il y a toutes sortes de sensorialités différentes, singulières, dépendant de chaque participant.
Mais en même temps, il y a toujours cette espèce de possibilité d'entrer en relation de discussion sur l'étrangeté de la chose. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un peu à ça que ça me faisait penser. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous voulez peut-être rebondir sur, en tout cas moi, de la manière que j'ai compris la question d'Amana, c'est ça, c'est pas nécessairement la collectivité comme partager tout le monde ensemble en même temps, le truc, mais il y a peut-être quelque chose de pouvoir construire une collectivité en partageant des expériences auxquelles on n'aurait peut-être pas eu accès, mais maintenant on partage quelque chose comme ça. Je pense notamment à Tekimamu, justement, qui cherche à pouvoir créer un sentiment de collectivité en partageant des expériences que beaucoup de gens n'ont peut-être pas pu vivre. Ou peut-être justement que c'est par rapport aux expériences médicales dont vous parliez, où c'est le moyen de nous faire comprendre une autre réalité que nous, en tant que corps able-bodied, on n'est peut-être pas capable de comprendre, de nous sortir de cette perspective-là pour créer un sentiment de communauté en nous ouvrant à d'autres réalités que la nôtre. I don't know if I understood your question correctly, Alana. Oui, je pense que justement pour apaiser la douleur, s'il y a une sorte d'immersivité, permet une sorte de reconfiguration du cerveau, si je peux développer ça comme ça. Ma sœur est anesthésiste en France et hypnothérapeute. Puis, si je peux rebondir là-dessus, c'est peut-être pas lié complètement, mais elle m'a expliqué qu'il y a vraiment aussi une approche culturelle par rapport à la douleur, puis que selon le type de culture, il faut vraiment repenser en fait sa façon de parler, d'expliquer, puis de mettre la personne en confiance. Je pense que avec la réalité virtuelle, par exemple, il y a quelque chose peut-être comme ça aussi à développer au niveau de l'art, puis que chacun, c'est tellement vaste que l'artiste veut développer on va dire, je ne vais pas dire une théorie, mais un besoin et puis une volonté esthétique qui peut être vraiment faite complètement manquée par la collectivité parce qu'ils n'ont pas du tout la même approche ou pas du tout le même historique, le même bagage. Et j'ai l'impression que peut-être au niveau de l'immersion, il y aura peut-être quelque chose à travailler avec une connaissance particulière selon le pays. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté-là qui manque au VR et puis qui empêche en fait le VR de s'étendre parce que aussi bien comme le cinéma qui a vraiment un langage puis un différent selon la culture, il y a ce côté-là aussi dans le VR qui, je pense, bloque aussi peut-être son expansion. Si je peux rebondir sur ce que Jean-Pierre vient de dire, parce que ça m'a beaucoup intéressé que vous parliez de la santé, en fait. Vous avez abordé le handicap dans votre présentation. Et il se passe des choses particulièrement intéressantes avec Laval Virtual, qui est un événement annuel en France. Et il y a Judith Guèze qui a initié comme directrice artistique un Off Festival avec toutes sortes de projets de réalité virtuelle qui sont à la fois fiction, qui sont documentaires, mais qui sont aussi orientés santé. Et puis l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que Bernard Andrieux, qui est épistémologue du corps et qui écrit d'une façon prolifique, il a beaucoup travaillé sur le corps santé ou le corps capacitaire, mais aussi avec des médias, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée, visualisation du corps, etc. Alors, malheureusement, comme n'importe quel média qui s'installe, ça a été la même chose avec la vidéo. Étant donné que je suis un peu plus âgé que vous, la vidéo, c'était la panacée. À un moment donné, ça a été retiré. Et puis, tout à coup, dans les années 80, ça a été introduit dans les écoles et actuellement, c'est partout. Je me demande si la réalité virtuelle avance peut-être par essai et erreur avec des petites avancées et du recul. Mais encore là, il faut qu'on se donne le temps d'apprivoiser la bête
Et je ne suis pas certaine que, bon, pour l'interactivité, c'était la même chose. Quand je commençais à m'y intéresser dans les années 2000, on allait à des colloques, c'était des gadgets, des présentations gadgets qui étaient vraiment du rendering de 2 semaines pour un petit bout de présentation de 5 secondes parfois. Si on était chanceux, c'était 5 minutes, alors que maintenant, l'interactivité, elle est partout. On se demande même si une œuvre va être appréciée si elle n'a pas sa part d'interactivité, etc. Donc, je pense qu'il faut donner peut-être du temps et il faut aussi avoir une vision critique. Et j'ai l'impression que par rapport aux œuvres d'Allison aussi, il y a beaucoup de créativité, de rapport avec la fiction, mais aussi de beaucoup de rapports historiques avec le diorama et que le lien avec la communauté, tout ça fait que ces médias-là, pardon, peuvent être à la fois divertissants, mais aussi avoir un effet thérapeutique assez important. En tout cas, c'est ce que je déduis de vos présentations. Juste un commentaire dit, non, c'est intéressant cette discussion. J'ai réfléchi sur la discussion de Jean-Pierre au niveau de la qualité d'image, la qualité de comme on a besoin d'un gros budget pour faire une expérience immersive. C'est possible on a petit budget. Comme with the devices of illusion, we're really trying to ultimately distract people from something. And so I don't think it necessarily takes high quality images to do that. And par exemple, juste récemment avec l'expérience avec des avatars en Second Life, c'est mon première fois en Second Life, puis la performance, des fois, la résolution de ton corps avatar, it's not like perfect photographic realism, obviously, but I was so engaged and immersed in this world in Abtech Island. So, and par exemple, avec mon projet, avec le Mukujima diorama, just using simple flashlights with kids, like they were so engaged with just light. And originally I wanted to work with more complex technology of digital projection. And then in the end, it just sort of reduced itself to these like flashlights with shadows. And that was great. That was all we needed to really engage someone's experience. Puis c'est intéressant juste de parler de le niveau de qualité d'image et pour créer une expérience immersive. J'aimerais discuter ça un peu. Ouais, parce que there was other talks this week about that level of realism, photorealism versus more abstraction in terms of creating immersive experiences. Yeah, there's so much we could say about all of this, and unfortunately, we don't have much time. I'd just like to, je voudrais attirer l'attention au chat. Il y a Stéphanie Morissette qui nous a pointé vers une œuvre qu'elle a présentée en septembre dernier, qui pourrait vous intéresser, qui parle un peu d'imagerie cérébrale. Donc, ça pourrait vous intéresser. On a le lien ici. Et sinon, je voulais vous offrir peut-être la chance de dire un closing statement ou si vous avez peut-être une œuvre en particulier vers laquelle vous voudriez renvoyer le public, une œuvre immersive, quelle qu'elle soit, réalité virtuelle ou autre, et ça peut être votre propre travail ou quoi que ce soit. Si vous voulez peut-être donner une piste pour que le public puisse continuer à penser à toutes ces questions-là, je vous mets un peu on the spot. Bon, ben alors je vais plonger. Il y a beaucoup d'œuvres que j'aurais aimé mettre dans le chat, mais j'arrive pas à manipuler assez rapidement Internet, Google et la discussion. Mais il y a une œuvre qui a été très, très importante au niveau immersif. C'est Nous sommes les fils et les filles de l'électricité du projet EVA de Étienne Grenier et de Simon Laroche. Vous êtes
invité dans une salle, dans un espace maison de la culture. Vous attendez et puis on vous numérote et vous passez dans une salle avec des ordinateurs, vous remplissez un questionnaire et vous attendez. Et ça se fait aussi pour les 15 autres personnes. Ensuite, vous rentrez dans une salle où vous vous asseyez sur une chaise et on vous passe un casque, un micro, etc. C'est très sombre. Et à un moment donné, vous êtes capturé par une voix qui vous invite à vivre une expérience soi-disant thérapeutique. Mais en même temps, et la voix est très sympathique, mais comme vous avez un pico-projecteur, ça projette, les 8 personnes sont sur une chaise en face de 8 autres personnes. Et vous devez vous regarder, on nous pose des questions, etc. Moi, je l'ai présenté dans des cours à des étudiants et qui ne l'avaient pas expérimenté. Et il y en a qui ont eu peur, ils ont dit, mon Dieu, mais on est complètement happé, capturé par la technologie. Et même les artistes s'étaient inspirés d'expériences avec de la drogue dans les années 50. Alors, cette œuvre-là, je pense qu'elle va probablement recirculer. Elle a circulé en France, elle a circulé à Montréal, mais je pense qu'elle devrait venir. Nous sommes les fils et les filles de l'électricité. Pour moi, c'est une œuvre très marquante. Alors, je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Et puis, ça me fait plaisir de parler avec vous tous et toutes. Merci beaucoup. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous avez, peut-être un dernier mot à dire. Moi, rapidement, je dirais que je pense qu'on est, c'est ça, on est vraiment à l'adolescence de la réalité virtuelle, un peu comme le 3D, qui a aussi énormément évolué. Là, si on regarde juste des films il y a 15 ans, 20 ans, esthétiquement, c'est une catastrophe, certains en tout cas. Et puis, on voit vraiment que l'œil s'habitue. On passe maintenant, on est passé au 4K, au 8K bientôt. Bon, techniquement, même entre le 4K et le 8K, l'œil n'est pas capable de faire la différence, et si on veut être réaliste. En tout cas, avec les expériences que j'ai pu faire au niveau du travail en post-production en effet visuel. Mais je me dis qu'il y a vraiment le passage pas la NTSC à la HD a été un très très gros pas, et puis qui a permis en fait d'enlever le côté flou qui était pas mal permissif au niveau des erreurs, puis qui a ramené la réalité de la 3D, et que la 3D était obligée de s'améliorer encore plus pour finaliser quelque chose, puis pour rester en place. En fait, je pense que c'est des petits, des fois, défis comme ça qui permettent de faire évoluer les innovations technologiques, en fait. Donc, je me dis que peut-être que le VR, puis peut-être qu'avec malheureusement le confinement, c'est peut-être une partie d'une option qui va permettre peut-être au VR de se développer encore plus. Et merci à vous, merci à tous encore. Merci Jean-Pierre. Awesome. Closing words or you want me to say a VR piece that? If you if there's a particular piece that really interests you that you want to plug or refer people to, so we can continue thinking about everything, could be one of yours. Yeah, there's so many. Yeah, I do a lot, but I was thinking more recently, I was at Centre-Phi, and I'm sorry, I'm forgetting the name, but you were reincarnated as a ghost, and you had these like paper hands, and it was flying through. You start in like a prison cell, and then you go down like a plumbing drain, I think. Like it really plays with perspective and scale and puts you in strange spaces in uncomfortable ways. Was it Bodiless by I believe, Taiwanese artist? Yeah, I think that's the one. I think it's not for a first-timer VR person because there's a lot of nauseous, but it's nausea. But it was a 30-minute experience that just when we're thinking of that embodiment, like how quickly we adapt to kind of recognize in VR something that's other than our own and sort of create a logic of that space. It was a really powerful piece in that way. Yeah, so I like that. Can you write the name in the chat, please? Ouais, je pense que c'est ça. Puis lui, je pense qu'il fait, il travaille avec Laurie Anderson pour ses pièces aussi. The fact the it's definitely this one.
they collaborate a lot, so it's this one. Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup d'explorer avec ça. Ouais. Mais merci beaucoup. C'était génial. Merci Philippe et Alana, Carl, pour cette expérience. Ok. Et Louis, Jean-Pierre, merci. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Merci aussi au public d'avoir été présent pour cette table ronde. Et rejoignez-nous dans 10 minutes pour le